Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de la Guilde où on va parler toujours de produits et de qualité. Et dans ce dernier épisode, comme très souvent sur les mini-séries, on va terminer sur une série de conseils pour réussir à lier à la fois une version produit efficace et un pan qualité clair. Merci d'être toujours présente pour ce dernier épisode. Et c'est quoi tes conseils pratiques si on veut renforcer cette synergie entre la vision produit et la version qualité, qui schématise entre le POPM et la QA? Ouais, je pense que de manière contre-intuitive, j'ai commencé par tout ce qui est soft skills. Parce que souvent, on va se dire, bah, en fait, faut telle méthode, je peux y aller trop bien. Parce que souvent, on se dit, bah, il y a telle méthode, je vais te donner ma méthode en 5 étapes. Pour moi, le premier truc, c'est qu'il faut qu'on aille prendre des cafés. Et il faut qu'on discute. Il faut qu'on se dise, OK, bah, c'est quoi aujourd'hui les objectifs des équipes qualité? C'est quoi les objectifs des équipes produits? C'est quoi les objectifs de la boîte? Et du coup, qu'est-ce qu'on a en commun en termes d'objectifs sur lesquels on va bosser? Et est-ce qu'on voit déjà des objectifs sur lequel il va falloir faire des trade-offs. Et du coup, il va falloir qu'on se mette d'accord sur... on a beaucoup parlé de qualité versus vitesse, mais globalement, il va falloir qu'on se mette d'accord là-dessus sur jusqu'où on veut aller et comment on se met d'accord sur ce sujet-là. Mais premier truc, il faut qu'on devienne potes, j'ai envie de dire. Non, mais je pense que c'est s'intéresser à l'autre aussi, son parcours, et être curieux des attentes qu'ils ont lorsqu'ils arrivent sur des projets ou sur des ou des nouvelles transfos. Parce que moi, j'encourage souvent à aller aussi au meet-up produits DevOps quand on est QA, parce que je pense que on apprend en échangeant avec les autres et c'est plus facile quand tu connais le vocabulaire des autres pour mieux communiquer aussi. Mais c'est vrai que des fois aussi, il y a le background de la personne et le comprendre et de voir que ça va être une difficulté au début, qu'il va falloir accompagner. Moi, j'ai des testeurs qui venaient travailler un peu sur hardware, qui venaient du domaine de l'industrie, plutôt dans le domaine aérien, où si on voyait pas certaines choses, des gens pouvaient mourir globalement. Où ils allaient avec des spécifications hyper détaillées, hyper précises, avec une traçabilité à 200%. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des normes, il y a tout ce qui va avec. C'est l'industrie. Et qu'ils arrivent dans ce monde de l'agilité plus le digital où on est dans l'oralité et qu'ils disent, ils peuvent pas dire, attends, moi je fais pas de test si j'ai pas un aspect détaillé. Ça demande un accompagnement et une préparation sur ces profils-là, mais des fois on n'est pas jusque là. Mais je pense que comprendre d'où viennent les gens à dire, comprendre le contexte du produit, les objectifs et se dire, on sera peut-être pas sur un niveau de qualité que tu as connu euh, d'échange, mais on va tendre pour avoir un niveau de qualité qui soit satisfaisant pour le marché auquel on adresse. Je pense que c'est important aussi de le comprendre parce que sinon, parce que la personne, elle, sa vision, c'était ça. Oui. Mais ouais, mais avant, t'avais 3 mois pour tester, là, t'as 2 jours. C'est pas la même chose. Prends pas les mêmes risques. Ouais, et puis tu dis cette notion d'humain, parce que moi je me rappelle du coup j'ai fait plusieurs boîtes sur lesquelles il n'y avait pas de QA du tout. Et donc du coup c'est le PM qui doit faire ces spécifications pour la QA et qui doit faire le market et qui doit faire le support et qui doit faire les spécifications pour les devs et qui doit faire le design quand il n'y a pas de designer. Et donc rien que tu regardes ça et tu dis bah écoute humainement c'est juste pas possible. En fait voilà moi le temps que j'ai alloué dans ma semaine pour faire ça c'est temps. On faut Pas qu'on se mette pourquoi d'accord t'étonner, sur on a mis que 24 heures dans une journée. voilà. Donc je ne vais pas bosser le week-end pour faire ces specs à rallonge. Sache que j'ai environ tant de temps. C'est quoi le plus important pour toi? Comment je vais passer ce temps pour optimiser ton temps derrière en QA? Plutôt que de dire, bon, bah, j'ai qu'1 heure, donc je t'ai fait ça, débrouille-toi. Mais se dire, voilà, bah, on a ce problème-là en commun qui est, j'ai pas le temps requis pour être au niveau que tu aimerais. Comment on trouve? C'est quoi notre format? C'est quoi notre format de travail, de collaboration? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre? Là, en pratique, bah, souvent, quand t'as pas de QA,
ou un QA pour je sais pas combien de devs, c'est-à-dire que les développeurs doivent arriver à un autre niveau de qualité. Et donc, ok, comment on fait pour que côté développeur, ils atteignent un niveau de qualité suffisant pour que toi, tu puisses vraiment te concentrer sur euh, des choses qu'eux ne peuvent pas aller tester. Et donc là, on est complètement dans de l'humain et dans qui a besoin de quoi et qui peut faire quoi. C'est ce qui est de plus intéressant, je trouve, quand on développe des produits, c'est les relations humaines, c'est pas juste les détails, les fichiers et tout ce qu'on met en place. Et finalement, pour moi, c'est la communication et la collaboration qui est efficace. Enfin, moi, je suis un grand fan de tous les ateliers autour du 3 amigos, notamment de l'exemple mapping dessus, parce que je trouve que c'est plus facile d'échanger sur quelque chose de ludique dessus, mais quand on arrive à aligner les trois parties prenantes, métier, dev et QA, c'est quand même plus facile s'ils échangent et qu'ils prennent vraiment la parole. C'est pas le tout de mettre les gens autour d'une pièce et de dire on fait un point. Est-ce que tout le monde arrive à, à se dire je comprends pas pourquoi on fait ça et qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Est-ce que ça apporte vraiment de la valeur et que c'est pas chacun reste dans son rôle mais qu'on se pose vraiment des questions et qu'on arrive à collaborer et le gérer. Et je trouve que c'est pas si facile que ça. On est quand même l'équilibre d'une équipe est quand même quelque chose de très fragile, hein. Un des plus durs. Je respecte les métiers de coach agile et ce genre de choses qui doivent faire bosser les gens ensemble et faire tout ça. Et comme on s'était dit que pour cette et qu'il n'y a pas dans toutes les équipes en plus. Et comme on s'était dit qu'on allait faire un dernier épisode, j'allais dire en mode efficace, j'ai fait genre 8 points et genre une petite checklist en mode voilà sinon les quick wins que tu peux mettre en place pour améliorer rapidement PM et QA, donc je peux les faire et après si on veut en creuser un ou deux, Ça va. ça devrait pouvoir le faire. Le premier que je me suis mis, c'est il faut qu'on ait les mêmes objectifs de succès ou en tout cas qu'on ait une partie des objectifs de succès en commun. Quels sont les tiens, quels sont les miens, qu'est-ce qu'on a en commun? Ça, c'est les trucs qu'il faut qu'on voit quand on discute parce qu'on sait qu'on va bosser sur les mêmes bases. Il y en a d'autres sur lesquels on peut diverger, mais ceux-là, on sait qu'on part de la même chose. Le deuxième, ça va être se mettre d'accord sur les niveaux de qualité. On a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on fait dans un cas d'MVP, qu'est-ce qu'on fait dans une plus grosse boîte, qu'est-ce qui se passe quand j'ai de la legacy ou pas. Ok, ben on se met d'accord ensemble sur le niveau de qualité qu'on veut viser pour chaque partie du produit. Et comme ça, on s'évite des frictions plus loin parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Et du coup, bah, si je schématise, le PM trouve que la QA est trop lent et la QA trouve que ce qui sort est dégueu. Donc comment on se met d'accord là-dessus? Le troisième truc, ça va être, ok, c'est quel KPI on va suivre en leading, donc ils vont nous être des indicateurs principaux de qualité, comme on disait, toutes les semaines, pas genre du NPS au bout de 3 mois, qu'on va suivre ensemble pour se dire qu'on arrive à un niveau de qualité qu'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est lié au parcours client? Qu'est-ce qu'on choisit? La quatrième va être comment j'intègre ma QA le plus tôt possible, dès le début de ma conception, de quels inputs j'ai besoin et comment je forme les équipes QA si elles n'ont pas l'habitude et qu'elles étaient plutôt d'habitude en test en fin de chaîne. La cinquième, on arrive petit à petit, ça va être tout ce qui est célébrer les réussites ensemble. On est une équipe, on fait tous partie de la même équipe, même s'il y a des produits et des QA. Quand on a réussi, on va ensemble. Tu parlais de faire redescendre le NPS, etc. Comment on a bien toutes les bonnes nouvelles de ce que notre travail a réussi à faire. Le sixième, pour pas oublier nos copains les devs, ça va être de bien étendre la collab jusqu'au dev et de se dire, bah, la qualité, en fait, c'est au moins un trinôme. Bon, c'est bien de rajouter le design et le support. Comment on fait globalement pour en faire une culture de la qualité et pas juste un choix entre PM et QA qui se mettent d'accord justement sur des critères. Et je vais terminer par tout ce qui va être ownership respectif. Qui prend quoi dans ce sujet de qualité? Quelles sont les attentes? On n'a pas parlé finalement de tout ce qui va être definition of ready, definition of done, mais justement, qui s'engage à quoi envers l'autre? Et tout ce qui va être outils. Est-ce que les outils qu'on utilise se synchronisent et parlent ensemble? Je prends en dernier parce que j'ai les outils, pour moi, c'est important, mais pas le plus prioritaire. Mais quand même, si on bosse avec des outils non compatibles, eh ben, on commence pas avec la meilleure chose dès le début, quoi. Donc voilà, ça en fait plein d'un coup. On pourra peut-être les écrire quelque part. Je referai un post LinkedIn avec ces 8-là. Mais c'était pour dire, voilà, il y a au moins ces premiers trucs avec lesquels on peut commencer, qui sont relativement faciles à mettre en place. En tout cas, mon idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire sur des itérations d'aller 2-3 semaines max, où je sais que je vois une amélioration à la fin, quoi. Non, je trouve ça super intéressant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ceux que vous utilisez et ceux qu'on n'aurait pas listés, surtout. Ça pourrait être intéressant. Moi, je trouve que c'est bien, ça permet d'avoir des actions activables
et de se dire comment, au cours de ma meilleure communication, je vais pouvoir gérer ça de façon assez efficace. Et c'est vraiment d'avoir de la fluidité. Et donc le secret pour pouvoir aligner qualité et produit, bah, c'est d'échanger, de collaborer et d'apprendre à se connaître. Et sortir un peu de ce PM et QA meilleurs ennemis, parce que je pense que c'est assez facile dans une boîte de se dire. Et mais c'est vrai que finalement, avec l'agilité, on n'a plus d'atomes crochus finalement avec l'équipe dev qu'avec l'équipe métier, alors que originellement, je trouve que les atomes crochus étaient tellement liés. Pour moi, c'est souvent je dis métier et test, c'est la même pièce, mais c'est pas la même face. AMOA versus test, tu vois, pour moi, tu pouvais pas faire l'un sans l'autre globalement. Et c'est vrai que dans certaines organisations, on a décorrélé un peu trop tout ça. On a mis le PO un peu comme un grand chef qui lui donnait une espèce de stature au-dessus de l'équipe, alors ça devrait pas être le cas en théorie. Tu fais partie de l'équipe. Mais des organisations, c'est souvent aussi le responsable produit qui est donc aussi le responsable d'équipe. Et ça crée des biais cognitifs, tout simplement. Et alors parlons des boîtes où tu as le métier, la DSI et le digital. C'est ça. Où là vraiment c'est chacun sa vie quoi. Moi, j'ai fait des équipes où les tech leads, ils me disaient, non, mais attends, mais moi, je veux qu'on soit meilleur dans les exigences parce qu'il y a trop d'ambiguïté, qu'on fasse de l'example mapping, qu'on travaille avant. Mais le métier dit, non, j'ai pas le temps. Et il y a une espèce de proxy PO qui fait le truc, mais il n'a pas la capacité à tout gérer. Globalement, c'est pas si facile que ça, quoi. Plein de Enfin, challenges. Merci pour l'invitation Jean-François, c'était très chouette d'échanger avec toi sur ce sujet. alors, c'était passionnant. Merci pour la qualité de ton échange. Merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à contacter Claire si vous avez besoin d'une mise à niveau sur une refonte technique qui pourra vous aider dans vos équipes. Je vous dis à très bientôt dans la guilde et encore merci Claire. Merci beaucoup et à bientôt sur LinkedIn pour ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.